Ok? J'y vais? Top, c'est parti. Dans quelques minutes, vous n'aurez plus le sourire. Quand je vais tourner cette page, vous allez rentrer dans un train fantôme avec moi. Mais ça va mieux à la fin, je vous rassure. Il y a de l'espoir. Bienvenue à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir dans la vraie vie de voir des vraies personnes. Au-delà des chiffres qu'on voit dans les réseaux sociaux qui, pour moi, sont de l'ordre de l'abstrait. Moi, j'aime la vraie vie et j'aime les vraies personnes. Merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et merci à Josiane pour son accueil. On est en train de saccager sa maison avec la meute. Et ça fait longtemps que tu me parles de ton cercle de complotistes provençaux. Et en fait, on se retrouve à parler maintenant de la naissance. C'est vrai que rien portait à croire, on parle de ce sujet ensemble, et pourtant, j'ai fait une expérience en 2013 avec la naissance de ma première fille qui est là, vous avez déjà vu Eva Rose, et une autre complètement différente l'année passée avec Evie, la petite, qui est en portage avec Pascal. Et suite à cette boîte de Pandore que j'ai ouverte à travers évidemment beaucoup de lectures, des thèses universitaires, des conférences aussi, mais plutôt de la lecture et des recherches sur des études, je me suis rendu compte que la première boîte de Pandore que j'avais ouverte des années auparavant sur les vaccins infantiles n'était pas grand-chose par rapport à celle-ci. Parce que là, on est en train de rendre les femmes dépendantes et les hommes impuissants depuis des générations sans s'en rendre compte. Et on a des professionnels de la santé ici avec nous qui, pour certains, se sont retrouvés à devoir appliquer des protocoles standardisés à tout le monde parce qu'ils répètent ce qu'on leur a appris pendant leurs études. Et comme on le disait dans une de nos émissions, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, donc on perd notre discernement, on perd les questions fondamentales parce qu'on est pris dans la petite roue du hamster. Et j'avais vraiment envie de partager. C'est la première série de conférences ici, on la commence maintenant là. Donc, c'est vraiment chouette pour moi, symboliquement, de commencer ici avec cette magnifique énergie. Parce qu'il est temps maintenant que les personnes se réapproprient leur corps, leur famille, leurs liens familiaux et la naissance. Parce que vous ayez des enfants ou pas, eh bien, vous êtes tous sortis d'un utérus. On a ce point commun-là. Alors, jusqu'à maintenant, on a besoin des femmes avec des utérus. C'est possible que dans quelques années, on n'ait plus besoin des femmes, ni des hommes d'ailleurs, parce que on voit maintenant arriver l'utérus artificiel comme étant une évidence, et puis finalement, ça abîme pas le corps des femmes, on souffre pas. Je sais pas s'il y a des anesthésistes ici, mais on voit à quel point les mouvements féministes aussi, malgré eux, ont causé beaucoup de dégâts, avec des droits. J'ai le droit à ma péri. Et sans s'en rendre compte, une fois de plus, je suis pas là pour accabler les gens, mais probablement plus pour déclencher une série de questions au fond de soi, comme moi je me pose beaucoup de questions, des fois trop même. C'est fatigant. Mais ça permet d'arriver un peu plus à la souveraineté quand on se dit, mais finalement, pourquoi? Pourquoi? Alors, je suis arrivée à cette conclusion-là, c'est que l'accouchement n'est pas un mauvais moment à passer. C'est une opportunité pour se connecter à sa puissance. Et quand on goûte cette puissance-là, plus personne nous dira ce qu'on a à faire. Quand on voit pendant 2 ans ce qui s'est passé, des familles atomisées qui se sont complètement splittées, il n'y a jamais autant de divorces. Alors déjà qu'avant c'était pas fameux, mais alors maintenant les gens se sont entre-déchirés, les parents qui parlent plus à leurs enfants, il n'y a plus de dialogue, il y a plus de, on n'échange plus. Maintenant chacun est dans sa secte de pensée, et puis on peut plus apprécier la différence. On doit tous être pareils. On doit tous fermer notre gueule et faire ce qu'on nous dit. Voilà. Mais ça a commencé à l'école. Parce que vous avez peut-être, comme moi, dû lever la main pour aller faire pipi. On vous a appris que vos besoins, eh bien, vous pouviez pas vous connecter à vos ressentis. Moi, il y a une assistante sociale l'autre jour qui m'a dit, vous savez, un enfant de 8 ans, il peut pas savoir ce que c'est que ses besoins. D'accord? C'est une personne qui travaille au service de la protection des mineurs. Donc, on est issu d'un système
qui n'a pas posé les questions, dans lesquelles on a tous été mis, malgré nous, dans des spécialisations. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voir the big picture. C'est le mouvement d'ensemble. On va prendre du recul. Peut-être vous connaissez ce qu'on fait sur l'ingénierie sociale, sur la manipulation des masses, sur l'abrutissement, la fabrique des crétins. Moi, je parle plus de la fabrique à main-d'œuvre pas chère, l'école. Et là, en fait, j'ai envie de vous amener avec une porte d'entrée sur la naissance à peut-être pouvoir relier des points si c'est pas déjà fait. Dans la même mécanique qu'on voit dans l'ingénierie sociale, c'est créer un problème pour mieux le résoudre. Ça, c'est la base. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris en fait. On pourrait arrêter là. Quand on voit un problème, toujours voir qui apporte la solution. Et finalement, j'ai envie de dire, moi qui pose souvent des questions très simples, pourquoi chercher des solutions si on n'a pas besoin d'avoir ce problème? Là, qui a créé ce problème? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on l'a induit? Il se trouve que quand on vit la naissance, qu'on soit la femme qui accouche ou l'homme qui est là, le partenaire, eh bien, on va avoir toute une série d'événements et on va se dire, dans la plupart du temps, heureusement que j'étais à l'hôpital, sinon ça se serait mal passé. Alors qu'en fait, on apprend quand on va fouiller dans tous ces protocoles, qu'au départ, les protocoles, ils sont là pour des cas pathologiques. Heureusement qu'on a des chirurgiens, heureusement qu'il y a des médecins et le corps médical, quand ça se passe mal. Mais si on avait induit les problèmes à coup des protocoles standardisés à toutes les personnes, et si, en fait, la plupart des naissances se seraient bien passées, si on n'avait juste rien fait, en laissant ce que Michel Audin, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un célèbre obstétricien gynécologue français que j'ai interviewé récemment, qui a 94 ans, je crois maintenant, consacré sa vie à expliquer aux gens que accoucher, c'est un processus involontaire, comme vomir. Alors c'est sûr que c'est pas très glamour quand on dit ça, mais je pense pas que vous avez pris des cours pour savoir vomir. Ben non. Par contre, maintenant, on est tellement programmé, de nouveau, à être dépendant du corps médical parce que l'autre c'est mieux. On est né aussi dans une culture où peut-être on a eu des parents qui nous ont dit « Mais écoute, parce que monsieur, il sait mieux que toi. » Alors avant, c'était le curé, mais maintenant, c'est la blouse blanche. On est devenus, oui, des inférieurs. On peut pas réfléchir. Puis alors, si en plus, on a des cheveux longs, qu'on est un peu blonde, puis qu'on s'appelle Emma Cruzy, alors là, c'est fini. Alors, je vous présente l'accouchement en structure hospitalière. J'espère qu'il n'y a pas des femmes enceintes. Si. Ah! Non, mais ça va mieux après, c'est bon. Alors, ça, c'est un schéma, il n'y a pas tout, hein. Parce que ça rentrait pas, et puis à la fin, c'est pas le but non plus. J'ai pas envie d'être anxiogène. J'aimerais juste qu'on comprenne ce qui se passe. L'accouchement, c'est un processus physiologique et involontaire. D'accord? Maintenant, dans la nature, les femmes de Cro-Magnon, elles faisaient pas des cours de préparation à la naissance. Alors on va dire, oui, mais grâce à la médicalisation des naissances, on sauve des vies. Les femmes meurent moins, les bébés meurent moins. Alors, je vais pas passer sur toute l'histoire de l'hygiène, mais on est grosso modo toujours dans la même dynamique, c'est que finalement, quand on apprend à se laver les mains, et puis qu'on a commencé à avoir de l'hygiène, on a arrêté aussi de contaminer. Il y a eu ces fièvres puerpérales qui ont disséminé beaucoup de personnes. Alors, je vais pas aller trop sur ce plan-là aujourd'hui parce que c'est pas le but de faire l'histoire. Ça, vous pourrez voir si ça vous parle. Vous allez voir plus loin. Je vais quand même juste vous donner un chiffre. On a aujourd'hui des associations qui font des statistiques d'accouchement à domicile, par exemple. Et les causes dans les derniers chiffres de transfert, parce qu'il y a des transferts qui se font, hein, des femmes qui veulent accoucher à la maison, tout à coup, elles sont transférées dans des structures hospitalières. Les causes potentiellement urgentes dans ces transferts représentent 0,46% des cas, donc quasiment aucune. En général, c'est des transferts de convenance pour des femmes qui tout d'un coup veulent une péridurale, ou ça peut être un travail qui n'avance pas, et puis bon. En France, il y a un gros problème, c'est que les sages-femmes ne peuvent pas. Les sages-femmes libérales ne peuvent pas faire des accouchements à domicile ou être là avec une famille, sauf si elles souscrivent à une assurance qui coûte à peu près leur salaire annuel, c'est-à-dire en moyenne 22 000 €.
Vous imaginez bien que si je vous dis que vous pouvez faire votre métier, mais il faut baisser votre salaire dans une assurance, vous allez me dire, oh, c'est sympa, j'ai des principes, mais à un moment donné, il faut bien que je mange. Donc, il y a ça aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. On perd la sagesse et on perd aussi le partage de l'expérience. Alors, en gros, ça, ce que vous voyez sur ce tableau, ça s'appelle l'effet toboggan. Il y a plusieurs portes d'entrée. Quand vous êtes tout en haut, vous êtes encore enceinte, ou vous êtes peut-être un papa, un futur papa ou un partenaire, vous êtes encore en train de rêver à votre bébé. Et puis là, en bas, le bout, c'est la césarienne. Ça, c'est quand vraiment on arrive avec le fameux code rouge. Peut-être vous savez ce que c'est. Code rouge, c'est quand vous voyez tout le monde hurler autour de vous et en 20 minutes, votre bébé, il doit sortir. Parce qu'on sent que ça va vraiment mal se passer sinon. Quand vous accouchez à la maison, ce qu'il faut savoir déjà, alors c'est pas une conférence, je suis pas pour évangéliser les gens, pour que tout le monde accouche à la maison. Moi, j'accouche à la maison des vies. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour qu'on se rende compte que aujourd'hui, à un moment donné, quand les femmes accouchent chez elles, elles ont les feux qui sont verts. Alors je le dis déjà parce que c'est une question de bon sens, mais évidemment je parle pas des grossesses pathologiques. Je parle d'une grossesse où tout se passe bien. Il y a eu un suivi, ça se passe bien, la femme est en bonne santé, le bébé va bien. Ok, on va partir de ce principe-là quand je dis que tout va bien. Je précise parce que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette notion-là, puis alors du coup, ça les parasite pendant tout le reste des explications. Ce qu'on voit maintenant, c'est que on pousse les gens, vraiment, les couples, pendant toute la grossesse, à aller sur le chemin de la peur. Alors, il y a déjà tous les examens pendant la grossesse, les échographies, c'est un business dingue. Au 3e trimestre, vous voyez quasiment jamais une échographie qui va bien. Jamais. D'ailleurs, il y a des professionnels qui dénoncent, mais évidemment, on les écoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'une fois de plus, si vous connaissez un peu l'ingénierie sociale, on est toujours dans le même système. Ça s'appelle la stratégie des petits pas. Donc, un accouchement, en gros, il se passe entre 37 semaines d'aménorrhée et 43 semaines. Ça fait quand même 6 semaines d'écart. 1 mois et demi. C'est un peu comme les fours. Si vous faites votre gâteau chez votre mère ou chez un copain, il n'aura pas le même temps de cuisson. En fait, un bébé, c'est un petit peu pareil. Il y a des bébés qui sont prêts à 40 semaines, d'autres à 38, d'autres à 42. Ok. Sauf que, au fur et à mesure du temps, avec la technologie, et surtout les césariennes de convenance, où finalement c'est génial parce qu'on peut tout programmer, ça apporte beaucoup plus. Faut quand même se rendre compte aussi des budgets, parce qu'un accouchement par voie basse, ça peut durer 2-3 jours dans une structure, ça vous rapporte 800 balles, alors qu'une césarienne, ça vous prend 30 minutes, vous savez quand vous pouvez le faire, puis alors surtout pas le week-end, parce qu'il y a le golf, le ski ou je sais pas quoi, pour les chirurgiens, et puis ça vous rapporte des milliers. Donc, on a un glissement qui s'est fait où, petit à petit, comme on a considéré que les bébés étaient viables à 37 semaines d'aménorrhée, eh bien maintenant, on considère dans beaucoup de mentalités qu'une grossesse à partir de 37 semaines d'aménorrhée, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Donc finalement, ok madame, on va vous soulager, parce que c'est fatigant, au bout de 37 semaines, on fatigue. C'est normal, on est au bout. Sauf que quand on ne sait pas que le bébé, c'est lui qui choisit quand il va naître. Alors Josiane, elle va vous dire que c'est les planètes, mais c'est notre premier choix dans la vie quand on veut naître. Et le problème, c'est que aujourd'hui, les personnes qui portent la vie sont des personnes qui sont nées d'une génération où on a commencé à induire. Donc déjà, le premier choix dans la vie, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui l'ont pas fait. Et quand on comprend comment on est, on comprend aussi comment on vit. J'ai des personnes qui me disent, à chaque fois que je veux commencer un projet dans ma vie, ça aboutit pas, ou je suis bloquée, ou je me sens pas capable, ou ceci, cela. Ok, il y a des psychologues qui commencent maintenant à s'intéresser à ça, ce premier choix dans la vie. On parlera après de l'ocytocine de synthèse qui crée des dégâts au niveau épigénétique, et ça c'est une catastrophe. Donc on arrive sur ce toboggan-là, par exemple avec un déclenchement. On va vous dire, madame, monsieur, votre bébé, franchement, il y a un risque là, parce que vous avez plus de liquide amniotique, vous avez des contractions, oulala, c'est autant en finir, votre bébé grandit plus, il grandit trop, il risque d'être trop gros. Ça, c'est un grand classique. Alors, la première cause de problème, c'est justement des bébés en sous-poids. Puis on dit pas aux femmes qu'à partir de 40 semaines d'aménorrhée, les bébés, ils arrêtent aussi de grandir. Ça se calme. La peur. Alors du coup, ça justifie des déclenchements. Qu'est-ce qu'on a dans les déclenchements ? On a des produits
On peut faire des déclenchements avec des prostaglandines synthétiques. On peut faire des déclenchements à l'ocytocine de synthèse, on va y revenir. Juste pour que vous sachiez, parce que maintenant, tout le monde parle de Pfizer. Mais Pfizer, hein, on le revoit là-haut, là, sur le tableau. Ils ont commercialisé une molécule qui s'appelle le Cytotec pendant 31 ans, qui était plutôt faite pour les traitements préventifs curatifs des ulcères de l'estomac, au départ. Ok ? Cette molécule a été utilisée pour faire des IVG médicamenteux, dont des avortements, au début, et pour faire des déclenchements. Le problème, c'est que malgré les mises en garde de l'ANSM, ça a été utilisé hors autorisation de mise sur le marché. Ça s'appelle l'AMM, vous avez entendu parler avec les vaccins. Hein? Il n'y avait pas d'AMM. Les gynécologues obstétriciens les ont utilisés hors AMM. Ça a créé des ruptures utérines, des hémorragies, des morts, pendant 31 ans. Ok ? Et donc là, on est toujours avec les mêmes cocos. Pfizer, un des plus grands commerçants au monde. Alors, on a quoi? On a du syntocinon, du pitocin, c'est de l'ocytocine de synthèse. L'ocytocine, c'est ce que vous sécrétez quand vous vous faites des câlins, quand vous mangez un bon chocolat, quand vous êtes bien. C'est l'hormone de l'amour, c'est la colle de la famille. L'ocytocine, c'est l'hormone pulsatile qu'on a besoin pour avoir des contractions. C'est l'hormone de l'accouchement. Cette hormone-là, elle existe au niveau des hormones synthétiques. Et depuis longtemps, maintenant, on déclenche les femmes avec de l'ocytocine de synthèse. On verra après pourquoi on les rend dépendantes. Parce que quand vous commencez à traficoter, il faut continuer. Sinon après, ça se passe mal. Donc ça, on va le voir un petit peu en détail après. Vous avez aussi la rupture artificielle de la poche des os. Ça, c'est un grand classique. Pourquoi on rompt la poche des os des femmes? On va leur dire, oui, mais ça ira plus vite comme ça. Oui, mais le problème, c'est que si on commence à faire ça pour que ça aille plus vite, et que le bébé est pas assez engagé, vous pouvez prendre des risques que le cordon passe devant la tête. Et ça s'appelle la procidence du cordon. Urgence, code rouge. Alors là, vous vous dites, heureusement que j'étais à l'hôpital, sinon je serais morte. Oui, sauf que si on t'avait pas touché, ma chérie, t'aurais pas eu ça. Mais comme on n'explique pas aux gens tout ça, eh bien, ils continuent de penser que le problème vient d'eux. Alors vous avez aussi maintenant, tout le monde connaît la péridurale. J'ai le droit à ma péri. Moi, une fois, on m'a dit, pourquoi tu veux pas faire la péridurale? Quand tu vas chez le dentiste te faire arracher une dent, tu vas pas souffrir. Tu fais bien l'anesthésie. Ok. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il a aucune idée de la physiologie. Parce que quand on sait comment ça se passe, moi, je suis pas pour souffrir. Au contraire. Eh bien, on sait que, il y a un moment donné, quand on perd sa mobilité, parce que la péridurale, il faut savoir ce que ça induit, on peut plus bouger, eh bien, vous ne pouvez plus utiliser votre corps comme vecteur pour que vos bébés avancent. Hein, parce qu'on parle beaucoup des mamans, mais les bébés, là, ils se démerdent tout seuls. Hein. Eux, ils n'ont pas la péridurale. Hein. Donc, ça, à un moment donné, il faut le dire aux mères. Évidemment que quand on parle à des anesthésistes, ils sont formés pour soulager la douleur. Donc, évidemment, pour eux, c'est impensable de voir une femme souffrir. Parce qu'eux aussi ne sont pas formés à la physiologie. Ils ne savent pas qu'une femme, elle va faire toute seule sa péri avec des endorphines. Mais pour ça, il faut qu'on lui fiche la paix. Il faut qu'on préserve autour d'elle, et ça, je vais vous parler après du rôle des conjoints et des partenaires, capital, ou des doulas, on a des futurs doulas dans la pièce. Eh bien, tout ça, ça existe. Les femmes peuvent créer elles-mêmes leur péridurale. Mais pour ça, il faut leur laisser l'espace et les laisser tranquilles. Une fois qu'on arrive sur ce toboggan, donc pourquoi je parle de toboggan? On prend l'exemple de la péridurale, ça fait quoi? Ok, madame, vous devez rester dans votre lit. Vous devez rester dans un lit. Vous pouvez plus bouger. Donc à partir du moment où on est sur le dos, le bébé il a plus la gravité. Donc il peut plus descendre. Et à quoi ça sert un bébé qui descend? Eh bien avec les contractions, la tête elle appuie sur le col de l'utérus qui doit lui s'ouvrir. Donc si vous enlevez cette gravité, le col, il se dilate moins vite, ça ralentit le travail. Qu'est-ce que vous devez faire? Injecter du syntocinon. Bon, ça peut être du pitocin selon où on est. Ocytocine de synthèse. Très bien. Ça veut dire quoi? Eh bien que dans ce cas-là, votre cerveau n'en produit plus puisqu'il existe déjà là dans le sang. Il arrête d'en produire. On verra après pourquoi c'est important d'en produire. Parce que quand votre bébé va sortir, c'est là qu'il va falloir l'ocytocine. La colle de la famille. La position sur le dos. Alors ça, je crois qu'au niveau des plus grosses conneries de l'humanité, c'est ça.
Julie Bonaparte, qui est la marraine de l'émission Faux Départ qu'on a créée l'année passée, qui a formé les professionnels et qui continue depuis plus de 30 ans, elle me disait s'il y a une chose à enlever des salles d'accouchement, c'est le lit. Parce qu'on est programmé quand on voit un lit de se mettre dedans. Bah évidemment, c'est sympa. Puis les partenaires, ils vont dire, bah, ma chérie, va te reposer, tu seras mieux dans un lit. C'est normal quand on sait pas. Eh bien, si ici il y a des conjoints qui veulent bien faire, surtout préservez votre femme d'un lit. Enfin, pour faire un bébé, c'est bien, mais après, il faut le dégager. Donc là, du coup, la position sur le dos, pourquoi je l'ai mis dans porte d'entrée de cet effet toboggan? Parce que rien que déjà, le bassin, là, il est fermé à plus de 30%. Donc nous, on veut un bassin large. Non, mais on met les femmes sur le dos. Ça va fermer le bassin. Le bébé, il va devoir lutter contre la descendre, remonter par-dessus le sacrum, le coccyx et ressortir. Bon, alors déjà, chapeau, hein. Franchement, les bébés, chapeau. Mais quand une femme est enceinte en fin de grossesse, on lui dit, surtout, ne dormez plus sur le dos. Parce que votre bébé, comme il prend du poids, il va appuyer sur la veine cave, il va appuyer sur l'aorte, et puis il peut plus s'oxygéner aussi bien. Par contre, on met les femmes sur le dos pour accoucher. Les gens posent même plus de questions. C'est comme ça, on verra après aussi, dans ce train fantôme, d'où ça vient. C'est ces programmations qu'on a de voir une femme accoucher sur le dos. Vous allez à la télévision, vous avez vu des femmes accoucher à quatre pattes dans les séries télé? Est-ce que vous avez vu une femme aimer accoucher dans une série télé, ou c'est plutôt le stress, le brancard, les urgences, le chéri qui tient la main, vas-y ma chérie, vas-y, c'est ça. On est programmé comme ça. Hollywood, c'est ça. Sans parler de la poche des os qui se rompt partout, il y en a partout, ça le stress, alors que seulement 10% des femmes ont la poche des os qui se rompt avant le travail. Oui, voilà. Il y a des femmes qui m'ont même dit « Ah mais moi je n'osais plus sortir chez moi, j'avais peur de me retrouver avec la flotte partout ». Et il y a une telle soumission à l'autorité médicale dans notre culture que j'en ai même pris ce témoignage pour le mettre dans le livre d'une amie de ma mère qui me dit l'année passée, quand elle apprend ce projet, elle me dit « Tu sais, quand j'ai accouché de ma fille, je suis arrivée aux portes de la salle d'accouchement, et à ce moment-là, j'étais toute seule, paf, la poche des os se rompt. Il y avait de la flotte partout. La sage-femme est arrivée, elle m'a insultée en me disant, mais quand même, vous pourriez quand même sentir que la poche des os allait se casser. Il y en a partout maintenant. Et Régine, c'est pas toi, mais c'est une autre Régine, elle me dit, la seule chose qui m'est sortie de la bouche, c'est, est-ce que vous avez une serpillière? Moi, quand j'ai su ça, je dis, est-ce que tu m'autorises de passer ton témoignage? Parce que tout est là. La soumission à l'autorité médicale, ne pas s'écouter. Et toi, tu t'es même senti mal. Comment on sait qu'un système est inversé au niveau des valeurs? Enfanter, c'est l'acte le plus sacré du monde, vous allez le voir. Le professionnel qui est là pour assister à une naissance, il doit remercier la femme et le couple de lui laisser l'honneur d'être là. Mais dans notre système, c'est le couple qui remercie le professionnel d'être là. Et ça, gardez-le en tête toujours. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Ça ne peut pas être autrement. Alors, vous avez toutes ces joyeusetés, comme je les appelle. Évidemment, quand on est sur le dos, il faut faire quoi? La poussée dirigée, là aussi. On est dans la clé de voûte de tout, c'est la poussée dirigée. Respirer, bloquer, pousser. Les maris, les conjoints qui se sont trouvés maintenant en coach, si vous regardez, alors moi je m'inflige ça, mais les femmes enceintes surtout ne regardez jamais ça. Sur YouTube, vous avez des émissions de télé-réalité ou dans les maternités, il y a des caméras partout, ça filme les femmes qui accouchent et on voit ce qui se passe. Alors moi je regarde ça pour comprendre où on en est encore en 2022. Évidemment, les conjoints, pourquoi je dis qu'on les rend impuissants? Parce que comme on leur a pas expliqué comment ça fonctionne dans la vraie vie, dans la nature, dans la physiologie, eh bien, ils font un peu ce qu'ils pensent. Alors, allez, hop, je suis le coach sportif. Allez, ma chérie, vas-y, respire, bloque. Et c'est terrible, parce qu'évidemment, ils sont dans une impuissance monstre. D'ailleurs, la plupart des péridurales, c'est les hommes que ça soulage. Hein. Enfin, je dis les hommes, vous avez compris, hein, je vais faire simple, c'est les partenaires que ça soulage. Parce que ils n'ont pas les hormones, eux, à ce moment-là. Alors du coup, on a cette poussée dirigée qui détruit complètement le périnée des femmes. En France, c'est un des premiers pays au monde qui fait la rééducation du périnée.
Parce qu'on va dire aux femmes, vous savez, mesdames, quand même, hein, votre corps, il est pas très bien fait, heureusement qu'on est là. On va vous rééduquer votre périnée. Voilà, parce que vous l'avez bien foutu en l'air pendant que vous poussiez contre les lois de la nature. Et puis, heureusement qu'il y a toute l'équipe, parce que comme vous sentez plus rien quand vous êtes sous péridurale, on va vous dire quand vous avez des contractions, parce que vous les sentez pas. Donc, vous dépendez complètement, en tant que femme, du corps médical. Si vous avez une péridurale, vous sentez rien. Donc, on va vous dire, attention, c'est bon, allez, poussez. Vous savez même pas où vous poussez. Il y a plein de femmes qui savent même pas. On dit, mais madame, c'est pas comme ça qu'il faut pousser. En plus, on va vous engueuler. Ok? Et puis, comme on vous a mis un monitoring, comme moi j'ai là, sur votre ventre en continu, parce qu'on va se dire, il faut écouter le cœur du bébé. Vous allez voir après d'où ça vient, ce truc de cœur. C'est extraordinaire aussi. Et on va vous dire, le cœur du bébé fatigue, là. C'est pas possible, là. Là, il faut pousser, hein. C'est pas possible, hein. Il fatigue le bébé, hein. Donc, soit il sort, soit c'est code rouge, hein. Moi, on me l'a fait, hein, pour ma première expérience. Donc, je suis passée par les deux extrêmes, hein. J'ai pas eu la césarienne, mais j'étais justement dans le cas de figure, on m'a dit, madame, faut y aller, là. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en structure hospitalière, on peut attendre le dernier moment pour lancer un code rouge. On va justement attendre le dernier moment parce qu'on sait qu'on a tout le bloc à côté. Et c'est souvent là, donc moi, je répète ce que les sages-femmes viennent me dire en coulisses, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais il y en a très peu qui osent dire. Surtout celles qui travaillent dans les structures. Quand on est justement dans un accouchement à la maison, on repère bien avant s'il y a un problème qui peut arriver. La catastrophe, l'urgence de dernière minute, c'est un mythe. Et c'est là où on se rend compte que quand on comprend comment ça se passe, on se déprogramme, on sort de la peur, des fausses croyances, et on commence à pouvoir mettre un pied dans la souveraineté, un tout petit pied. Évidemment, l'épisiotomie, alors ça, je me suis toujours demandé si les hommes accouchaient, s'ils auraient accepté qu'on leur coupe un bout du pénis. Je sais pas, hein, c'est une question. Bon là, en l'occurrence, c'est pas de bol, c'est tombé sur les femmes. C'est différent. Alors, l'épisiotomie, c'est une incision du périnée qu'on a vendue comme étant quelque chose qui allait accélérer l'accouchement, parce que il y a une prémisse qui est là, qui a la dent dure depuis très longtemps, c'est que plus ça va vite, plus c'est sûr, un accouchement. Faut vite, faut qu'il sorte, c'est dangereux. Alors pas du tout. Un accouchement, c'est pas dangereux, en fait. Hein? Quand la grossesse se passe bien et que la femme est à bas risque, c'est pas dangereux. Si on vient pas traficoter. Donc là, on a vendu l'épisiotomie comme étant plus facile. Puis ensuite, on a dit, non, mais il faut qu'on dise aux mères qu'il y a quand même un avantage. Alors on a commencé à dire aux femmes, ça prévient les déchirures. On va vous couper pour pas que vous vous coupiez toute seule. Extraordinaire. Non mais là, ça vous fait rire. Mais figurez-vous que c'est l'opération chirurgicale qui a été la plus pratiquée à certaines années. Et les gens, les obstétriciens le faisaient, sans se poser la question, parce qu'on leur a appris ça. Donc, on sait que, surtout maintenant, vous avez vu, depuis 2 ans, ce que c'est que le besoin d'appartenir à un groupe, hein. Les médecins qui disent rien, parce que sinon ils se font dégager de leur groupe. Ça, c'est pas réservé au monde des naissances, hein. C'est partout pareil. Donc, on a vu ça comme étant la grande avancée qui allait sauver les femmes et leur périnée, alors que l'épisiotomie, c'est l'équivalent, pour que vous vous rendiez compte, d'une déchirure au 2e degré. Donc, forcément que ça induit des déchirures au 3e, 4e degré, des lésions au sphincter anal. Ça, c'est génial, hein, quand vous avez ça toute votre vie. Oui, ça augmente. En fait, imaginez, vous avez un bout de tissu, ok? Vous faites une incision au ciseau en haut. Maintenant, essayez de déchirer. C'est plus facile de déchirer un tissu quand il est neuf ou si vous avez fait une petite incision au ciseau. Voilà. C'est aussi logique que ça. C'est aussi bête que ça. Mais on a dit aux femmes, vous savez, on va vous faire des points de courtoisie après. Ça s'appelait aussi les points du père. On recousait les femmes bien serrées et on les mettait aux normes masculines. Du coup, tout le monde s'arrangeait. C'était très bien comme ça. Et j'invente rien. Ce sont des choses qui se sont passées. Des points de courtoisie. Et les points du père, pourquoi? Les points du mari? Ou les points du mari. Voilà. Pour resserrer les vagins, tout simplement. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive en bas, parce que on peut arriver de plusieurs façons sur cet effet toboggan, quand ça se passe mal, eh bien,
toutes les femmes qui ne savent pas ce qui suit vont dire « Heureusement que j'étais à l'hôpital, sinon mon bébé serait mort et moi probablement aussi. » Forceps, ventouse, une femme qui est sur le dos, qui sent plus rien, qui est complètement coupée de ses sensations, un bébé qui a été induit à l'ocytocine de synthèse pour booster des contractions qui, elles, sont violentes, a le cœur qui fatigue parce qu'il n'y a pas les pauses. Dans la nature, une femme elle a des contractions, il y a une pause. Ça revient, il y a une pause. Et c'est pendant les pauses que les bébés s'oxygènent. Quand vous induisez des contractions, même en 2022, on ne sait pas faire comme la nature. Les bébés sont en stress. Okay? Quand le bébé sort, avec des contractions pareilles, il s'en est pris plein la tronche. Évidemment qu'il fatigue. Alors évidemment, heureusement que ça finit pas en drame à chaque fois. Mais au-delà de ça, si maintenant, en 2021, il y a eu plus de 700 000 naissances en France, toutes les 4 secondes, il y a un bébé qui arrive sur Terre. Si les femmes et les hommes, eux, avaient su comment ça se passait dans la physiologie de la naissance, si les hommes avaient pu préserver comme étant les gardiens du temple, je vais vous expliquer ça après, et les femmes allaient connecter leur puissance, au-delà du fait que c'est sécuritaire, vous avez affaire à des couples qui sont soudés, qui sont des équipes, qui sont collés en famille, et à qui on va pas dire ce qu'ils doivent faire avec leur enfant, ni à qui ils doivent le laisser en pâture, notamment pour avoir un masque sur la tête, pour passer 8 heures par jour à l'école. Ça a commencé comme ça, mon questionnement. Quand j'ai vu des enfants de 6 ans aller à l'école toute la journée avec des masques, donc en hypoxie, et je me suis dit, mais comment les parents peuvent laisser faire ça? On oublie les oui, mais on a tous des raisons. Je dis pas que c'est facile. Sauf que, effectivement, quand on voit que l'ocytocine de synthèse qu'on donne aux femmes qui accouchent de façon standardisée, quand le bébé est à l'épaule, quand le bébé a la tête qui sort, il est même pas arrivé sur Terre, on injecte aux femmes de l'ocytocine de synthèse pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Eh bien, ça crée justement des problèmes au moment où il y a l'empreinte familiale. On le verra après. Là, vous avez maintenant un accouchement en physiologie. Il y a déjà moins de choses. Donc, vous avez l'ocytocine naturelle que la femme produit. Son cerveau produit ça. Alors, évidemment, on va prendre un exemple tout simple pour que vous compreniez comment on arrive sur l'effet toboggan. Parce qu'on est ignorant, que ce soit professionnel ou tout simplement futur parent. Pour fabriquer de l'ocytocine, le cerveau, il a besoin d'être tranquille. Il a surtout besoin, à ce moment-là, pendant le début de la naissance, d'être en mode archaïque. OK? Sauvage, reptilien. Donc, tout ce qui est néocortex, qui nous différencie des autres mammifères, eh bien, ça, c'est à bannir si vous voulez un accouchement sécuritaire. Donc, l'ocytocine naturelle, c'est elle qui va créer des contractions, des moteurs qui vont faire que l'utérus contracte, que le bébé se positionne bien, que le col se dilate et que vous puissiez accoucher en sécurité et ensuite continuer à fabriquer de l'ocytocine. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'une femme arrive en structure hospitalière, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, on lui demande « Madame, votre numéro de sécurité sociale, vous avez vos papiers, vous avez votre dossier ?» On la fait réfléchir. On utilise son néocortex. OK? Les gens ne savent pas ça. Je ne dis pas que les gens sont malveillants. Mais malgré eux, ils créent des problèmes. Pourquoi? Combien de femmes disent « Je suis arrivée à l'hôpital, j'avais des contractions régulières, au moment où j'arrive, il n'y a plus rien qui se passe. » Et je me fais engueuler en me disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien, vous ne travaillez là pas. Comment ça? » Ben si! Ah ben, je suis arrivée ici, il y a tout qui s'est arrêté. C'est normal. On a stoppé la production d'ocytocine parce qu'on a mis des stimuli qui continuent d'alimenter le néocortex. Alors que celui-ci, il faut le mettre de côté. Il faut que la femme, elle soit dans sa bulle. Pas de lumière, pénombre. C'est mal barré dans les hôpitaux. Hein. Pas de bruit. Mal barré. Pas de stress. L'opposé de l'ocytocine, c'est l'adrénaline. On appelle ça une hormone antagoniste. Si vous stressez à côté d'une femme enceinte qui est en train d'accoucher, elle le sentira. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Elle va le capter. L'adrénaline, ça contamine au même titre que l'ocytocine. D'ailleurs, les sages-femmes libérales qui continuent de pratiquer les accouchements à domicile le disent. On appelle ça en anglais les birth junkies. Elles sont shootées à l'ocytocine. Elles ont besoin de ça.
parce que ce qu'on vit dans une naissance à ces moments-là est vraiment addictif. Okay? L'adrénaline est contagieuse aussi. Donc, évidemment, quand vous arrivez dans une structure hospitalière, au niveau de la détente, c'est quand même... il y a mieux. Et alors, quand on voit un partenaire complètement paniqué dans la voiture, « Chérie, c'est où la maternité? C'est à gauche ou c'est à droite ?» Et qu'on voit la femme qui se tient là et qui doit encore réfléchir par où elle doit passer, ok, on sait comment ça peut aller là, le toboggan. Donc la femme, vous lui foutez la paix, elle produit son ocytocine, elle bouge, elle est mobile, elle a des pauses. Et pendant ces pauses, au bout d'un moment, elle va fabriquer ses endorphines. Le plus gros dealer au monde, c'est notre cerveau. Et ça, on le voit bien dans la dopamine. Je fais une parenthèse par rapport à tout ce qui est de l'ordre des notifications. Je le dénonce sur les addictions aux écrans. Dopamine. Les gens qui font les jeux aussi. Les jeux sur les écrans. Candy Crush. Moi, j'ai toujours dit, mais comment les gens peuvent passer leur temps à aligner des cœurs et des bonbons? Vous vous rendez compte? On passe 14 ans de notre vie derrière les écrans, hein? C'est les derniers chiffres. 14 ans. Les gens qui fabriquent ça sont des gens qui connaissent les neurosciences et surtout les circuits de dopamine. Le plus gros dealer au monde, c'est votre cerveau. Donc pendant les pauses, la femme, elle fabrique les endorphines. Évidemment que si vous êtes un homme, que vous êtes anesthésiste, peut-être que vous le savez pas. Mais la femme, elle a pas besoin de vous, en fait. C'est sûr que c'est pas pour ça qu'on est formé quand on est anesthésiste. J'ai vu des anesthésistes femmes témoigner qu'elles ne pouvaient pas voir une femme souffrir. Mais en fait, on règle les problèmes de qui dans un accouchement? Excusez-moi, moi, j'ai pas envie d'être responsable de vos peurs, hein. Arrêtez de projeter sur moi toutes vos angoisses. Ça va, hein, je gère. Le rôle du conjoint, là, quand je parle de gardien du temple, comme je vous le dirai après, c'est vraiment de faire barrage. C'est pas à la femme de se défendre à ce moment-là, mais c'est pas à elle d'être l'objet des projections des angoisses des autres. Le corps, à ce moment-là, il est muni de l'arme fatale. C'est le réflexe d'éjection du fœtus. Et ça, c'est un réflexe que nous avons toutes. Ça ne se prépare pas. C'est le cerveau archaïque qui va faire ça. Et quand la femme, elle est bien engagée dans son travail, il y a un moment donné où l'adrénaline arrive. Et ça, c'est quand le bébé est suffisamment engagé pour qu'on ne puisse plus faire marche en arrière. Parce qu'on est en 2022, on a tous des smartphones, des voitures, etc. Mais notre cerveau, il est encore dans la jungle, hein, lui. Donc, si vous êtes dans la jungle avec un bébé qui commence à être entre vos jambes, il ne pourra pas remonter s'il y a un tigre. Hein. Donc, le corps, il est super bien fait pour que, grâce à ce shoot massif d'adrénaline, il sort le bébé. Et s'il y a un prédateur qui arrive, vous partez avec votre bébé dans les bras, en courant. C'est comme ça. Sauf que le décor, la perception de la réalité a changé. On parle toujours des mêmes mécanismes. Mais ce qui compte, c'est votre perception de la réalité. Vous pensez que vous êtes dans un monde où il y a du progrès, où il y a de la technologie, mais votre corps et vos cellules fonctionnent encore comme dans la jungle. Que vous le vouliez ou non, accoucher est un processus involontaire. Vous ne pouvez pas contrôler. Votre col de l'utérus est un sphincter. Vous pouvez pas lui dire « ouvre-toi ». Il va pas s'ouvrir sur commande. Imaginez-vous que dans les années 1800, on a voulu même tester l'électricité pour ouvrir les cols de l'utérus. Non, mais ça a été loin, hein. Donc, ce réflexe d'éjection-là fait que votre corps pousse tout seul. Tout seul. Vous n'avez rien à faire. Sauf que il pousse pas comme ça, comme la poussée dirigée de haut en bas où il y a tout qui descend, hein. Il y a le bébé, les organes et tout, hein. Il pousse comme ça. Donc, vous n'aurez jamais assez d'abdos dans votre vie pour amener votre bébé contre votre colonne vertébrale. Il y a tout qui descendra par un mouvement horizontal. Et ce qui est extraordinaire dans ce système-là, c'est que votre périnée est protégé. Il y a très peu de déchirures. Les bébés sortent tout seuls. Et à ce moment-là, vous avez surtout, ce qui est très important, une autonomie au niveau de l'ocytocine. La bête noire des obstétriciens, souvent on pense quand on ne sait pas, que ce qui est dangereux, c'est d'accoucher. Ce qui fait peur aux obstétriciens, c'est l'hémorragie de la délivrance. C'est pour la mère. En gros, l'accouchement, il n'est pas terminé quand le bébé sort, il est terminé quand le placenta sort après le bébé.
et que la femme va bien. Et pour que le placenta sorte, il faut que de nouveau des contractions reviennent. Parce que souvent les gens ils font quoi? Regardez, bon, regardez pas du coup, mais si vous êtes un peu chercheur, regardez ces émissions-là dont je parle. Le bébé sort, ils sont déjà tous avec les téléphones portables en train de publier sur Instagram. Ouais, on s'en fout, on a de l'ocytocine de synthèse. Oui, ok. Alors du coup, ça relance les contractions. Et puis du coup, le placenta sort, ça ferme les robinets. Hein, j'imagine, ça va plus vite. Et du coup, ça prévient ces fameuses hémorragies. On considère une hémorragie au-dessus d'1 millilitre de sang. Ok. Le problème, c'est que quand je parlais d'épigénétique tout à l'heure, je ne sais pas si c'est des sujets qui vous intéressent, mais jusqu'à il y a pas longtemps, on disait que finalement tout venait de notre carte génétique. Tout notre sort de vie était dans notre génome. Alors que l'épigénétique a dit non. Bah, Bruce Lipton d'ailleurs, la biologie des croyances, que tu m'as fait lire il y a fort longtemps, nous apprend que les cellules réagissent, et notre génome aussi, à l'environnement. Donc c'est génial, c'est une super nouvelle. Rien n'est perdu. Vous n'êtes pas condamné parce que votre mère a fait un cancer du sein, comme Angelina Jolie, elle se fait toute dégager, comme ça c'est fait, parce que je suis sûre que j'en aurai un vu que maman en a eu un. Non, l'épigénétique nous dit non. Mais du coup, dans l'autre sens, ça marche aussi. Ça veut dire que si vous commencez à traficoter l'ocytocine pendant l'accouchement, on sait que les hormones passent la barrière placentaire. Si la mère reçoit de l'ocytocine de synthèse, le bébé la reçoit aussi. Et on sait aujourd'hui, ça a été prouvé dans des études, eh bien que l'ocytocine dépend de ses récepteurs pour qu'elle puisse exprimer tout ce qu'elle a à exprimer. Et les récepteurs dépendent du contexte épigénétique d'une personne. Aujourd'hui, on a des hypothèses qui sont vraiment fondées sur le fait qu'il est probable qu'on ait créé des générations de dépressifs parce que des générations de bébés ne sont plus capables de produire assez d'ocytocine pour justement favoriser 2 hormones nécessaires au bonheur, les endorphines et la sérotonine. Tout est lié. Alors comment on fait pour revenir en arrière quand on se dit bah mince, moi j'ai... Parce que vous le vouliez ou non en structure, vous avez reçu les injections d'ocytocine parce que ça fait partie des protocoles standardisés à toutes les femmes, même si vous avez eu un accouchement physiologique. On se dit mince, bah du coup comment je fais alors pour mon bébé? Peut-être qu'il a ses récepteurs qui ont été abîmés, peut-être que notre lien a pas été aussi fort qu'on aurait pu parce qu'on nous a court-circuité ce moment-là. L'ocytocine, c'est la colle, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement de la mère avec son bébé, mais aussi du partenaire. Important, hein, avec la mère et le bébé. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'on peut réparer des dégâts en faisant 8 séances de câlins par jour. Mais pour ça, il faut se toucher, hein. La distanciation sociale, faut pas faire, hein. C'est pas bien. Ouais, bah du coup, c'est mal parti, hein. Parce qu'on apprend aux enfants qu'il faut pas trop faire des bisous. Donc, peau à peau, câlin, etc. Donc ça, je vous ai déjà parlé de la date prévue d'accouchement qu'on appelle DPA. Comme on s'est dit, ben, finalement, 43 semaines, à l'époque, 43 semaines d'aménorrhée, c'était tout à fait normal, une femme. Maintenant, vous oubliez, hein. Une femme à 40 semaines, 41, ça dépend des pays, c'est pas pareil partout. Là aussi, c'est génial, hein. Vous êtes en France, c'est pathologique. En Suisse, ça l'est pas. 1 ou 2 jours près. Les femmes doivent aller faire des contrôles. Alors, déjà là, quand on entend des témoignages comme une femme pour sa première grossesse qui dit, bah, moi, j'étais à 2 jours avant mon terme. J'arrive à l'hôpital, le gynécologue me fait un monitoring, donc séance de monitoring, alors on vous assied sur une chaise, on vous fout des scratchs, puis on regarde le rythme du bébé, on fait une échographie, et on me dit, oui, bah, tout va bien, super. Bon, bah, on déclenche ce soir. Ah bon, mais pourquoi? Mon terme, c'est dans 2 jours. Ah bah, vous pouvez rentrer chez vous, madame, hein. Mais à partir de maintenant, il y a un risque de mort fœtale. Voilà. À votre avis, la mère, elle a fait quoi? Bah, elle a été chercher sa valise, puis elle est revenue, hein. Le problème, c'est que quand on fait ça sur un col de l'utérus qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt, un bébé qui est encore dans sa cuisson, puis qu'on se dit, bah, écoutez, on va y aller, là. Alors, on fait quoi au début? Allez, on vous décolle les membranes, on commence à mettre les doigts, là. On commence à trifouiller. On va avoir, allez, on vous met un tampon de prostaglandine, ça vient toujours pas. Puis alors, faut voir, hein, les effets secondaires, hein. Je vous les épargne, hein, parce que j'ai pas non plus envie de trop vous. Ocytocine de synthèse, ça va y aller, là, hein. Et on va dire au bébé, maintenant, tu sors.
Parce que ta maman, jusque-là, elle était bien pour te mettre au chaud, mais maintenant, elle devient toxique pour toi. Moi, je suis très, très attachée au message énergétique qu'on transmet non seulement à la mère, mais aussi au bébé. Vous imaginez, premier choix de la vie. Tout allait bien, hein? Donc, une fois de plus, une femme qui s'est retrouvée à devoir porter l'anxiété d'un professionnel qui est formé à la pathologie. Dites à un obstétricien, mais observe la femme. Il va dire, bah, je sais pas, moi, on m'a formé pour régler des problèmes. Donc, moi, je viens pour régler des problèmes. Donc, forcément, j'en vois partout. Ça fait des années qu'on me montre toutes les pires horreurs. Évidemment qu'il y en a. Sauf que la majorité des femmes ont des grossesses à bas risque. Pourquoi on va standardiser tout ça à tout le monde? Pourquoi on vient embêter une femme et son bébé? Tout se passe bien. On va lui dire, mais madame, votre corps est dangereux. Et puis alors à la fin, on va lui dire, bah, désolé, heureusement qu'on était là, hein, parce que votre col, il voulait pas s'ouvrir. Combien de femmes, parlez autour de vous, vous diront, mon col voulait pas s'ouvrir. Donc en gros, je suis incompétente. Donc heureusement que le corps médical est venu pour forcer mon corps à obtempérer. Créer un problème pour mieux le résoudre. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, alors évidemment c'est ironique, hein, dans notre système économique de rentabilité, la gestion active du travail. Voilà. Donc on est passé du stade où on est des mammifères, enfin moi quand je vois une chatte qui met bas, elle n'a pas besoin qu'on vienne faire de la gestion active de son travail, quoi. Ça va, elle se débrouille, quoi. Tant qu'on vient pas l'embêter pendant qu'elle met bas. Alors là, je vous ai pas mis les deux dernières parce que je voulais vous les annoncer en direct, parce que je sais qu'il y en a qui disent, si vous êtes comme moi, vous avez déjà tout lu, hein. Pour vous rendiez compte, en 1950, on considérait qu'un travail devenait pathologique à partir de 36 heures. La femme commençait ses contractions, c'était douloureux. Au bout de 36 heures, on se disait, bon, il y a peut-être un petit souci. 10 ans plus tard, on est en 1960, 24 heures. 1972, 12 heures. 2004, 8 heures. OK? Entre 1950 et 2004, on a réduit de 36 heures à 8 heures les critères qui font qu'un travail devient pathologique. Vous voulez créer une génération de problèmes? Vous changez les mesures. C'est aussi simple que ça. On le voit dans l'industrie pharma, hein. Vous pouvez créer des malades avec n'importe quoi. Diabète gestationnel. Un exemple tout bête. On vous fait boire l'équivalent de 12 cuillères de sucre pour voir si vous avez des shots d'insuline. Pour quelqu'un comme moi qui ne mange jamais de sucre, je dis, mais à quoi ça sert? Évidemment que mon corps, il va... Ah oui, mais il faut voir si vous faites du diabète. Donc, en fait, pour prévenir, vous me faites boire 12 cuillères de sucre, c'est ça? Oui. Quelles sont vos tabelles? Parce qu'une femme enceinte, elle a un taux de glucose qui est naturellement plus haut. Elle me dit, ah oui, bah nous, on prend les tabelles des femmes qui sont pas enceintes. Ah bah merde alors. C'est fou, hein, il y a plein de choses dans la vie qui se décident au bout d'un couloir avec une poignée de main. C'est tellement simple. Moi, je parle juste de commerce, hein. C'est du commerce. Donc, en 1950, quand on était encore à une considération de 36 heures de travail, il y a un monsieur qui s'appelait Emmanuel Friedman qui a fait une observation sur 500 femmes. Je me suis trompée, c'est pas 5000. S'il y en a qui c'est 500. Vous vous rendez compte? Il y a eu 700 000 naissances l'année passée. Alors, ce monsieur qui était sûrement très gentil, il s'est dit, je vais observer 500 femmes, puis on va voir en combien de temps leur col se dilate, une fois qu'elles arrivent à l'hôpital. Il a observé 500 femmes, et il en a déduit qu'il y avait une moyenne sur ces 500 femmes où le col se dilatait d'1 centimètre par heure. Aujourd'hui, on continue de dire aux sages-femmes et aux professionnels qui sont dans le monde de la naissance qu'un col sauve d'1 centimètre par heure. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand vous avez une femme qui arrive, qui a mal depuis plusieurs heures, c'est son premier bébé, et puis qu'elle a 3 centimètres, et puis qu'on lui dit, bah, il vous reste 7 centimètres pour être à dilatation complète, parce qu'il faut être à 10, hein. Donc, vous en avez encore pour 7 heures. Elles vont toutes vous demander la péridurale, hein. Parce que vous avez juste pas envie de passer 7 heures encore à vivre ça. Parce que vous ne savez pas que vous avez des endorphines. Vous savez pas tout ça. Et vous savez pas surtout qu'une fois que vous arrivez à, en gros, 5 cm,
c'est la voie royale, c'est ok, ça le fait. Il y a des femmes qui, en 10 minutes, passent de 5 cm à, j'ai une poussée, je pousse. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes? Poussez pas! Extraordinaire. Poussez pas, vomis pas, ravale. Mais quand vous dites ça à une femme, le réflexe, il ne reviendra plus. Le réflexe d'éjection du fœtus, il ne revient pas si on le casse. Donc après, elle va dépendre, on rend les femmes dépendantes, du coach sportif qui sera à côté pour lui dire quand elle devra pousser. Oui. Juste pour vous rendre compte. En 1969, donc là, on est 19 ans après Friedman, il y a ce qu'on appelle le protocole de Dublin. À partir de là, on se dit on va faire de la gestion active du travail. Un médecin qui s'appelait Audrey Scholl a repris les courbes de Friedman et s'est dit, bon, maintenant, on va voir ce qu'il faut pour qu'un accouchement soit sécuritaire. Donc, toujours dans la même prémisse, il faut que ça aille vite. Hein. Donc là, on l'a déjà raccourci. On s'est dit, OK, à partir de 12 heures, un travail, il devient pathologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes médicaux sur les femmes pour les aider, parce qu'elles sont incompétentes. Nous, les hommes, non, on comprend, j'ai rien contre les hommes, hein, mais en gros, je raconte l'histoire. On va aider les femmes parce qu'elles ne savent pas faire, elles ont besoin de nous. Donc, on va faire la rupture artificielle de la poche des os, hein, et puis surtout, comment on fait pour savoir si une femme, elle dilate tant de centimètres par tant d'heures? Eh bien, on va lui faire le fameux toucher vaginal, la chose inutile, dangereuse parce que des risques d'infection avérés, mais qui fait partie de notre programmation comme étant normale. Déjà, ça fait mal. Maltraitance. C'est. Et on ne demande pas aux femmes si elles ont envie. Parce qu'à la limite, pourquoi pas, si elles veulent savoir où elles en sont. Madame, bonjour, je suis la nouvelle sage-femme, on change d'équipe. Voilà, alors je vais vous faire un toucher vaginal, hein, puis après c'est une deuxième. Puis en fait, c'est normal, on trifouille le vagin des femmes comme si c'était open bar. Sauf que ça peut perturber, ça, la physiologie. Il y a des femmes qui ont carrément, alors ça c'est des témoignages qui sont anciens, des femmes qui étaient en plein accouchement, tout se passait bien, le col s'est refermé. C'est un sphincter. Hein? C'est un sphincter, le col s'ouvre, mais il peut se fermer aussi. Il y a des femmes qui ont carrément vu leur travail reprendre 15 jours plus tard, dans des écrits anciens, dans des villages. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles étaient chez elles, et puis un homme arrive comme ça. Bon, c'était le toubib du village, parce qu'évidemment, dans l'histoire, on apprend que les médecins s'en sont mêlés, hein, parce qu'il fallait plus laisser faire les sages-femmes. C'était trop dangereux. Et puis, évidemment, le cerveau reptilien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit pas une personne rentrer, il voit un tigre. Donc à ce moment-là, le travail n'est pas encore assez engagé. Quand je parlais tout à l'heure de l'adrénaline qui fait que le bébé, à un moment donné, il peut plus faire machine arrière. Donc, il faut que ça sorte. Mais à ce moment-là, en début de travail, ça peut encore s'arrêter. Il y a des femmes, leur travail s'arrête, tout simplement. Sauf que quand vous mettez un pied dans l'hôpital, vous n'en sortez plus, hein. On vous laisse pas sortir. Une fois que vous êtes dans une salle d'accouchement, vous sortez avec le bébé. Donc, on va se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour que vos cols s'ouvrent. Évidemment, comme vous savez pas, vous allez dire, OK, ocytocine de synthèse. Très bien. On en est encore là aujourd'hui, hein, en 2022. Donc évidemment, on arrive aussi de loin parce que j'ai pas parlé, on parle de la péridurale parce que maintenant c'est normal, on a le droit à la péri depuis en gros les années 70, mais avant peut-être que vous avez entendu parler, surtout la première moitié du XXe siècle, 1900, 1950, le twilight sleep, ça vous dit quelque chose? Le sommeil crépusculaire. On shootait les femmes. On shootait les femmes. Elles planaient complètement. D'ailleurs, c'est ce qui a amené un mouvement massif vers les hôpitaux. Tout le monde voulait avoir ça. 95% des gens, des femmes, accouchaient comme ça. Il y a eu des mouvements féministes aussi, là, qui disaient, oh, on a le droit à faire. Alors, ça enlevait pas la douleur. Mais les femmes perdaient la mémoire et la conscience. À ce moment-là, c'était complètement à côté de la plaque. Sauf qu'il y a eu des drames. Et la porte-parole de ces mouvements féministes, la National Twilight Sleep Society, est décédée en 1915 d'une hémorragie suite à ça. On savait qu'il y avait un problème entre les scopolamines et la morphine. On le savait. Il y en a plein qui sont morts. Mais l'opinion publique. J'ai le droit à mon Twilight Sleep. Maintenant, j'ai le droit à ma péri. Alors évidemment, la péridurale, c'est extraordinaire par rapport à d'autres anesthésies générales s'il y a besoin de faire une césarienne parce qu'effectivement, il y a une pathologie.
Sauf que la péridurale, elle peut causer aussi des problèmes. On sait que ça passe la barrière placentaire et qu'elle induit toute l'immobilité déjà et toute la suite de l'effet toboggan. Alors maintenant, ce qu'on a fait, ce qui est génial, c'est qu'on a créé les services après-vente de la naissance, comme je le dis dans mon livre. Maintenant, vous avez des services qui sont gérés dans les hôpitaux par des psys, des sages-femmes. Vous savez que 30% des femmes, et ça, c'est des chiffres officiels, à mon avis, c'est quand même plus que ça, s'estiment traumatisées par leur accouchement, hein. Traumatisées. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les pires? Parce que celle dont je parlais tout à l'heure, risque de mort fœtale, madame, on vous déclenche, ça a fini en boucherie, son accouchement. Hein. En boucherie. Et ça, vous avez les témoignages et le documentaire. Vous les trouvez facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est forcément de bonne intention, on va dire, au départ. Je ne veux pas faire ma complotiste, hein, évidemment. Mais quand la femme, elle arrive là, dans ce service, on va lui dire, bah, on va vous enlever votre traumatisme. Alors, on va reprendre tout le fil de votre accouchement. Vous comprenez, on a dû faire ça, madame. On a dû faire ça, parce que des fois, ça se passe vraiment mal. Les violences obstétricales, on commence à en parler maintenant, mais il y a des femmes qui se sont vues avec des professionnels de la santé appuyés sur leur ventre. Il y en a même une qui a failli mourir, hein, d'une hémorragie interne, tellement ils lui ont pété la rate, hein, c'est vite vu. Là, maintenant, hein, je parle pas des anciens temps. Et donc, on continue d'expliquer aux femmes, voilà, je parlais de ça dans une dernière émission de Faux Départ, on a dû faire ça, on a dû faire ça, Au final, on justifie auprès des femmes et des couples pourquoi on a fait toute une série d'interventions, parce qu'on est ignorant de la physiologie, et on confirme et on entérine le fait que les femmes sont incapables, et que heureusement qu'elles étaient là, hein, sinon ça se serait mal passé. Vous vous rendez compte à quel point tout est inversé? Inversion des valeurs, je l'ai écrit ici. Quand vous êtes dans un système où il y a une inversion des valeurs, vous faites partie des gens qui ont du bon sens, sinon vous ne seriez pas là chez les complotistes de Josiane. Si vous voulez mettre un appareil médical où vous vous dites très bien, moi j'ai une machine, je veux vous la vendre, eh bien vous allez me prouver que vous avez fait des essais et qu'il y a un bénéfice avec votre molécule, votre machine ou ce que vous avez à me vendre. Non, on va le voir avec le monitoring en continu. Comment c'est arrivé sur le marché? Dans un système de valeurs inversées, vous devez prouver qu'il n'y a pas de... Attention, ça fait mal à la tête, hein. Qu'il n'y a pas de désavantage à ne rien faire. Ok. Je vais te prouver qu'il n'y a pas de désavantage à ne rien faire parce que je ne veux pas acheter ta machine. C'est à moi de prouver que non, je veux pas changer ma vie, en fait, avec ta machine. Alors, dans un système normal, c'est à celui qui vend qui doit prouver. Dans un système inversé, c'est celui qui ne veut pas consommer qui doit prouver qu'il n'y a pas de désavantage à ne pas consommer, faire. Monitoring, ça c'est un exemple. Monitoring en continu, cette fameuse machine. On dit aux femmes, oui alors ça permet de surveiller le cœur du bébé pendant l'accouchement. En continu. On peut le comparer à l'auscultation intermittente. Quand j'ai accouché à la Maison des Vies, la sage-femme, elle avait un petit Doppler, elle venait de temps en temps, elle mettait son truc sur mon ventre, puis on entend tout, ok c'est bon, elle repart. Voilà, c'est ça. Intermittent. Eh bien, monitoring continu, c'est une machine qui a été mise sur le marché en 1969. À cette époque-là, vous pouviez mettre tout ce que vous vouliez sur le marché, dans les appareils médicaux, sans prouver que ça fonctionnait, qu'il y avait un bénéfice. Voilà, génial, hein? Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, mais ça va limiter les paralysies cérébrales, parce que les paralysies cérébrales chez les bébés, c'est dû à l'accouchement quand ça traîne. Ok, prémisse, ça n'a pas été prouvé non plus, mais soit, très bien. On a utilisé le levier de la peur, c'est de bonne guerre, ça marche bien. Sauf qu'en 30 ans, il n'y a eu aucune baisse. Grâce au monitoring, mais surtout, en 8 ans, les césariennes ont triplé. En 1976, 7 ans plus tard, un amendement du Congrès des États-Unis a obligé tout appareil médical d'être approuvé par la Food and Drug Administration, FDA. Donc vous pouviez plus faire ça. Alors on se dit, bah ok, alors du coup ils ont dû amener les preuves. Ben non. Vu que la machine avait été mise sur le marché 7 ans avant, ils n'ont pas jugé nécessaire d'aller chercher au niveau rétroactif des preuves.
Donc, on est toujours en 2022 avec un monitoring continu qui scotche les femmes, donc perte de mobilité sur des chaises. On est dans un système de valeur inversée une fois de plus. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui doit s'adapter à la machine et pas la machine qui sert la femme et son bébé. Et du coup, ce qu'on a oublié de dire aux sages-femmes qui sortent des études, c'est que le monitoring ne fait pas la différence d'un cœur qui ralentit parce que le bébé est en souffrance ou un bébé qui suce son pouce et qui dort. Voilà. Donc un bébé peut dormir, oui, pendant un accouchement. Pendant sa naissance, un bébé peut dormir. Son cœur ralentit, tout va bien. Sauf que maintenant, devant les tribunaux, parce qu'il y a l'aspect médico-légal dont on ne parle pas, mais maintenant les sages-femmes, quand elles sont en train de travailler, pour chaque femme, c'est au minimum 45 minutes de paperasse, pas passer auprès des femmes, mais pour remplir tous des papiers au cas où il y a un contentieux. Le monitoring fait partie des preuves obligatoires devant les tribunaux s'il y a un problème. Et on ne va pas dire à un professionnel « on vous condamne parce que vous avez créé des problèmes », parce qu'on est toujours dans le même système qui dit que mieux vaut faire trop et foutre la merde que primum non nocere. Pareil, c'est toujours la même dynamique, c'est toujours la même chose. Alors du coup, maintenant, on a des plateaux où il y a des chambres. Les sages-femmes, moi je dis qu'elles sont dans des tours de contrôle parce qu'elles ont des écrans. Et puis c'est plus « Madame telle, je vais être à son chevet ». C'est la chambre 3. Elle est là depuis 20 minutes. Tu vas lui mettre un peu plus de Synto pour qu'elle aille un peu plus de contraction parce que dans 10 minutes, il y a l'autre qui va accoucher puis il faut que ça y aille. C'est comme une piste d'atterrissage. C'est la même chose. Vous avez un système de facturation qui est arrivé dans notre système économique où vous avez des petites cases et chaque case correspond à un tarif et à un acte médical. Eh bien, quand vous passez en tant que sage-femme du temps auprès d'une femme qui accouche, il n'y a pas la case correspondante. C'est pas du travail. Voilà. Par contre, si vous allez lui injecter quelque chose, vous pouvez cocher la case. Voilà. Et là, ça facture. Ben, c'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui que finalement le corps médical ne peut plus se permettre de passer du temps. Le temps n'est plus considéré comme du travail. Le temps, c'est de la perte d'argent. Alors ok, moi je veux bien, il n'y a pas de souci, hein. Mais alors qu'on explique aux parents et aux familles comment ça fonctionne. Comme ça, ils connaissent les règles du jeu. Alors, les cours de préparation, moi j'adore parler de programmation parce qu'on est tous programmés. Les cours de préparation à la naissance, là, vous êtes dans le top de la programmation. Maintenant, il y a des cours de préparation pour les hommes, spécial hommes avec des sages-femmes hommes. Et si vous voyez ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, je les ai regardés à distance. Alors, on voit, ils sont tous là, les hommes. Ils sont assis derrière leur bureau. Et ils voient un sage-femme homme leur dire, alors voilà ce qu'on va faire avec votre femme. Alors ça, c'est la péridurale, on va piquer là. Donc déjà, on va bien induire que on va faire ça, hein. Et puis, on montre les instruments. Alors, s'il y a besoin d'un forceps, c'est ça. Et puis, s'il y a besoin de ça, c'est ça. Alors, finalement, les hommes, moi, j'ai vu, les hommes, ils se regardent, ils se disent, oh putain, ça va pas être Jojo, hein. Donc, déjà, quand ils retrouvent leur femme après, hein, pour arriver zen le jour de l'accouchement, ils savent déjà la série de joyeuseté. Évidemment que si on continue de considérer qu'il faut répéter tous les risques et tous les problèmes à des gens qui sont pas concernés parce que tout se passe bien, on continue de programmer, de mettre les petites graines dans l'esprit des gens. Ça peut se passer mal. Donc du coup, moi je parle vraiment de cette programmation pour les femmes aussi d'ailleurs. Il y a même des témoignages dans des structures où certaines professionnelles disent « Bon, ben, vu que maintenant il y a des taux de césariennes qui ont explosé, moi je propose qu'on explique aux femmes dans leur cours de prépa comment fonctionne une césarienne. » Voilà. Ok, moi je veux bien, mais comment voulons-nous qu'une femme en fin de grossesse, elle soit dans son mood, dans son état d'esprit d'ocytocine si on n'arrête pas de lui parler des problèmes? Elle veut pas faire un cours d'obstétrique. Elle veut juste mettre au monde son bébé en sécurité. Alors, évidemment, tout ça, si jamais je le résume dans le livre, mais vous pouvez après, vous pouvez les reprendre à les feuilles si ça vous intéresse, faire des photos parce que vous avez peut-être des gens dans votre entourage à qui ça peut servir. Dans les mythes et les fausses croyances, je voulais aussi parler avec vous du cordon ombilical. J'ai envoyé paître un gynécologue l'année passée, j'étais enceinte, et il me dit
il faut clamper le cordon tout de suite. Alors, clamper, c'est on met 2 pinces. Hein. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que quand le bébé sort, avec la gravité, il peut se vider de son sang si on coupe pas tout de suite. Le type, je vous garantis qu'il est déjà à la retraite, il exerce plus qu'à mi-temps. Et moi, je me suis dit, mais ce type, ça fait des années qu'il met en danger les bébés avec ses pratiques. Et il est persuadé, donc entre parenthèses, il conseille à toutes ses clientes d'aller se vacciner contre le Covid, hein, enceintes. Et en gros, pour que vous vous rendiez compte, quand vous laissez le cordon battre jusqu'au bout, enfin la circulation, pour 3-4 minutes, hein, vous laissez le bébé avoir tout son volume sanguin. Quand vous clampez tout de suite, vous lui enlevez 1/3. C'est comme si moi je vous enlève 1,5 litre de sang. Voilà, loin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a du fer. Donc évidemment que tous ces petits bébés qu'on a rendus anémiques avant l'heure, même l'OMS pour vous dire, préconise le clampage tardif, même en cas de réanimation du bébé. Une fois de plus, qu'est-ce que dit l'OMS? Si vous avez un bébé qui a besoin d'une réanimation, vous devez avoir un professionnel formé qui va le réanimer attaché à son placenta. Parce qu'on pense toujours qu'on coupe le cordon entre le bébé et sa mère, mais le bébé, il est accroché au placenta. Hein? Donc, le professionnel doit le réanimer alors qu'il est encore accroché à son placenta. C'est la machine et le geste qui doit s'adapter à la vie et à l'humain, et pas l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les bébés, on court avec. Voilà. On va les sauver, on va bien leur foutre en l'air toute une série de canaux. Oui, j'espère que je vous déprime pas trop. Hein. Vous avez le mythe, le bébé avec le tour du cordon. Autour du cou, c'est dangereux. Heureusement qu'on a l'hôpital, parce que sinon avec le tour du cordon, c'est la catastrophe. Bon, alors je parle pas des cas rarissimes où le cordon est trop court ou trop... Ok, il y a toujours le cas qui fait que. Moi, je parle vraiment des grossesses où ça se passe bien, la majorité des cas. Ok, c'est énorme. Le cordon, il est dans une gelée, c'est comme le calamar, la gelée de Wharton. Et cette gelée, elle préserve les vaisseaux qui sont dedans. Hein. Il y a des veines, il y a toutes les artères hein, dans le cordon. C'est ce qui relie le bébé à son oxygénation. Et quand le bébé sort, même s'il a le cordon autour du cou, il respire comment un bébé? Mais même des obstétriciens vous disent qu'il peut manquer d'air. Mais le bébé, il respire pas par la bouche à ce moment-là. Par le cordon. Eh oui. Donc il a gelé. Essayez de faire un nœud avec un calamar. Essayez de faire un nœud et de serrer jusqu'à ce que ça passe plus. Vous devez être à 2 et tirer comme des sourds de part et d'autre pour que ça se serre. Dans le ventre, comment le bébé il peut faire dans le liquide pour casser cette circulation? C'est pas possible. Faudrait vraiment qu'il y ait... Effectivement, ça peut arriver des cas rarissimes où il y a un problème de gelée de Wharton, mais de nouveau, on fait peur à tout le monde. J'en profite aussi pour placer l'histoire. Vous savez, on a tous tendance à dire il faut que le bébé, quand il sort, il crie. C'est comme ça qu'on sait qu'il va bien. On est soulagé. Ah, il a crié. Vous savez d'où ça vient? Je parlais du twilight sleep tout à l'heure. Vous vous souvenez? Le sommeil crépusculaire. On shootait les femmes. Qu'est-ce qu'on faisait? Ça passe, on le sait maintenant, les médicaments, toutes ces molécules, la barrière placentaire. Les bébés naissaient complètement shootés et leur réflexe respiratoire était inhibé. On appelle ça de l'apnée néonatale. Qu'est-ce qu'on faisait pour les stimuler? Une bonne claque sur les fesses et hop, ça repartait. Le mythe qui veut que le bébé aille bien quand il crie vient de là. Début des années 1900. La claque assénée au bébé, hop, tu iras mieux, tu vas très bien. Évidemment, là du coup, il avait besoin qu'on le réveille. Hein. Vous voyez, créer un problème pour mieux le résoudre. Merci docteur. Heureusement parce que grâce à vous, il respire, sinon il respirait plus. Ah oui, mais pour ça, il faut comprendre l'effet toboggan. Mais vous pouvez y rentrer de plein de façons. Hein. Maintenant, vous commencez à tout de suite avoir les lumières qui s'allument. Les taux de césarienne, parce que j'aimerais parler de ça. Vous avez aujourd'hui dans le monde, parce qu'on a commencé avant la gestion active du travail, on était à peu près à 4%. Maintenant, dans le monde, on est autour de 20%, une femme sur 5. En Turquie, 53%. Au Brésil, dans le secteur privé, 85%. Le chiffre est faux, c'est 85%. Les femmes
au Brésil ne savent plus qu'un bébé, ça sort par le vagin. Mais les professionnels non plus. Comment vous voulez, en tant que sage-femme au Brésil, pouvoir accompagner des femmes qui accouchent si presque 9 sur 10 demandent une césarienne? Là, à ces chiffres-là, on sait qu'on est dans des césariennes de convenance, pour pas abîmer le corps. Madame, à quoi ça sert? Bah, maintenant, on vous ouvre, c'est vite fait, ça prend 30 minutes, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Sauf que le problème, c'est que ce qu'on dit pas, c'est que le bébé, il a besoin des contractions pour finir de préparer ses poumons. Ça masse, ça essore. Donc après, il faut les aspirer, faut les sortir. Et puis, est-ce qu'on parle de ces premiers vaccins miracles dans toute la flore vaginale de la mère? Non, on parle pas de ça. Donc du coup, bah voilà. Oui, Claire, comme tu dis. Alors, il y a une femme, sage-femme aux États-Unis, autodidacte, Ina May Gaskin, peut-être vous avez entendu parler d'elle. Elle a eu une communauté très très grande à l'époque des hippies, elle vit toujours. Elle a fondé une communauté avec son mari qui s'appelle The Farm, la ferme. Elle a assisté à beaucoup de naissances avec ses consoeurs sages-femmes. Pour vous donner une idée des statistiques des accouchements physiologiques dits à la maison, parce que des gens traversaient les États-Unis ou même prenaient l'avion pour aller accoucher là, des fois des mois à l'avance, leur taux de césarienne sont, et encore maintenant, de 1%. 20 fois moins que la moyenne mondiale. Et que pour vous sachiez aussi que les instruments, donc les forceps, les ventouses, 0,05%, autant dire rien. Parce qu'une sage-femme formée à la physiologie, comme le dit Michel Audin, elle est dans le coin d'une pièce et elle tricote. Il n'y a plus l'ego qui a besoin de faire. Elle respecte le sacré, la femme sait. Si vous voulez juste savoir un repère simple, si le professionnel qui vous accompagne est dans la bonne dynamique des valeurs, il doit vous dire que vous êtes capable. Vous devez vous sentir capable quand vous êtes à côté, pas dépendante, y compris les partenaires. Ça, c'est un très bon repère. J'aimerais finir sur le rôle du conjoint, ce processus involontaire et cette approche que je commence maintenant à diffuser le plus possible. Elle diffère des autres approches. Mon but, c'est pas de former des sages-femmes, je suis pas sage-femme. J'aimerais m'adresser aux conjoints et aux partenaires. Merci, Téchou. Pourquoi? Parce que quand je parlais de la physiologie tout à l'heure et du néocortex, tout est là. Les femmes ont besoin de se déprogrammer, les hommes aussi, pour rester dans cette ocytocine, cette confiance. Pourquoi les partenaires peuvent apporter des catastrophes, mettre leurs femmes sur le toboggan sans le vouloir, s'ils sont en panique parce qu'ils ne savent pas qu'il faut préserver l'ocytocine, ne pas parler à la femme, lui faire confiance et savoir que même quand elle va supplier pour avoir une péridurale parce qu'elle sera à 8 cm de dilatation, elle est en phase de désespérance et que là, elle n'a pas besoin qu'on la prenne en charge, qu'on la sauve et qu'on l'aide, elle a besoin qu'on lui dise « t'es capable, ça va le faire ». À ce moment-là, le conjoint, il a rien à faire, il doit garder le temple. S'il y a quelqu'un qui veut venir faire un toucher vaginal à sa femme, il lui dit « c'est bon, laisse-la, elle n'a pas envie ». S'il voit un obstétricien arriver avec un scalpel pour faire une épisode, il dit « tu touches pas à ma femme, on veut pas, tu restes loin ». Il doit protéger l'espace, il doit protéger aussi sa propre adrénaline envers sa femme. Pourquoi? Parce que quand vous avez un partenaire qui est en panique, malgré lui, il contamine sa femme parce que il lui projette son adrénaline dessus. On sait maintenant que l'adrénaline, elle est antagoniste de l'ocytocine. Et là, vous pouvez avoir des contractions qui s'arrêtent. Vous êtes toujours dans la même dynamique où vous mettez votre femme sur le toboggan de la dépendance au corps médical, aux molécules. Le partenaire, c'est pas vraiment ce qu'il va dire qui est important, c'est ce qu'il va penser. C'est son message énergétique. Une femme, quand vous la traficotez pas, elle capte tout. Pourquoi? Parce qu'elle a accès à des mondes que vous ne verrez jamais. Et c'est là où je dis que c'est l'opportunité
pour un homme et un partenaire de faire le plus beau cadeau qu'il pourrait faire à sa femme, c'est de lui dire, cette puissance, je la vivrai jamais. Mais je te porte aux rives. Je te porte aux rives. Et tu vas t'envoler seul. T'es capable. T'as pas besoin de moi. Vas-y, c'est ok. Vas-y. Au lieu de ça, vous avez une atomisation des familles. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Je me suis senti impuissant, j'ai vu ma femme partir sur un brancard en césarienne, en fait. » Je l'ai vu dire « Je veux pas d'épisio. » Combien de femmes? Je veux pas. Vas-y, mais chérie, si le médecin dit... Ils savent pas quoi faire. Ils connaissent pas. Ils savent pas qu'une épisiotomie, c'est une déchirure au 2e degré. Et que si vous coupez un bout de tissu, ça va se déchirer encore plus. Mais si les partenaires savent, ils protègent leur chérie. Et quand vous avez des baby clash postpartum, la pire descente hormonale de la vie d'une femme, tourbillon, trou noir, et que vous avez un partenaire qui était là, eh bien, vous avez beaucoup moins de tension, vous avez beaucoup moins de problèmes aussi. Vous avez des partenaires qui sont beaucoup plus là pour le bébé. Julie Bonaparte, elle a commencé sa carrière en étant médiatrice pour le ministère de la Justice au Québec dans les cas de séparation des couples qui se séparaient des années après. Elle s'est rendue compte que la majorité des couples avaient vécu des accouchements traumatiques où les femmes s'étaient senties abandonnées, incompétentes, les hommes impuissants. Quand une femme, elle est dans sa puissance, elle quitte le monde réel parce qu'elle est complètement shootée aux endorphines, son néocortex est éteint, c'est une mammifère. Elle va chercher son bébé dans les mondes subtils, invisibles, que aucune autre personne ne pourra contacter. Elle accède à la puissance au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette femme-là, allez lui dire quelque temps après, mets un masque à ton enfant. Allez dans la jungle, regardez une femelle avec ses bébés. Vous pensez qu'elle va vous dire, oui, va, allez, je te le prête, va. Tu sais mieux que moi. Il n'y a rien qui se mettra en travers de la mère et de son bébé. Et le père, lui, le conjoint, il se mettra devant sa meute. Personne passera. Pourquoi j'insiste tellement sur ce rôle sacré-là? J'appelle ça la réunification du masculin et du féminin sacré. Pourquoi j'insiste? C'est pas tant de dire la naissance, c'est pas, comme je vous l'ai dit, pour évangéliser les gens. Ah, il faut pas de péri. Ah, c'est une initiation, comme certains se coupent des bras pour se sentir plus fort. Ça n'a rien à voir avec ça. La seule personne qui peut dire à une femme que c'est inutile d'aller contacter sa puissance, c'est un homme. En fait. Encore une fois, c'est pas contre les hommes. Mais une fois que les hommes intègrent cette opportunité qu'ils ont d'offrir à leur conjointe ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est pas des chocolats et des fleurs. C'est qu'elles aillent elles-mêmes, seules, souveraines, aller chercher leur puissance, se faire transcender par la vie. La main, j'appelle ça la main divine parce que quand on vit ça, on comprend ce que veut dire que ta volonté soit faite. Parce qu'on se dit, je vais crever. Ok, c'est ok. Mais c'est ok, parce qu'on n'est plus en train de réfléchir. Quand on ne sait pas, on réfléchit avec son néocortex. On se dit, oulala, on souffre, oulala, non. La femme, elle est ailleurs, elle ne capte plus rien. C'est une bête sauvage. C'est une déesse. Et les hommes le disent. Chérie, t'as jamais été aussi belle. T'es une déesse. Waouh! Combien d'hommes, à ce moment-là, trouvent leur femme tellement belle, alors qu'il faut voir, hein? Ouais! Mais ça crée des liens extraordinaires. Il y a même des hommes qui témoignent. J'ai jamais eu autant envie de ma femme que quand je l'ai vue accoucher. Parce que accoucher, c'est le même cocktail hormonal que faire un bébé. C'est le même processus. Pour accoucher en sécurité, il faut les mêmes hormones que pour faire le bébé. Alors on voit maintenant de plus en plus une dérive aussi. Je ne vais pas parler de PMA aujourd'hui, mais on commence aussi, dans notre culture et dans notre inconscient collectif,
notre programmation, à penser qu'on a aussi besoin du corps médical pour faire les bébés. Ça sera l'objet d'une autre conférence si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment envie si on doit garder quelque chose de fort par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est que le processus d'inversion des valeurs est partout. Enfanter est un acte sacré. Vous êtes capable. Et si on veut accéder à une civilisation où on est dans notre responsabilité, la souveraineté et l'autonomie, on doit se réapproprier la naissance. Merci beaucoup.